Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. L'actualité internationale est du côté de l'Ukraine. Fini les incursions limitées des quelques unités de soldats russes se battant pour l'Ukraine et contre Vladimir Poutine, comme le corps des volontaires russes ou la Légion Liberté de la Russie. Cette fois, c'est l'armée régulière ukrainienne avec plusieurs unités mécanisées qui a été envoyée en territoire russe. On va en parler avec notre invité, le général Bruno Clermont. Bonjour général. Bonjour. Général de corps aérien et ancien directeur de la sécurité aéronautique d'État. C'est une offensive visiblement un peu éclair. On a évoqué ça comme une surprise, une entrée dans le territoire russe sur visiblement plus de 25 km à l'intérieur de la Russie. C'est cet événement réellement qui attire le regard de tous les acteurs et les commentateurs de cette guerre. Absolument. C'est à la fois ce qu'on peut appeler une surprise stratégique. Et puis le passage d'une nouvelle ligne rouge. Surprise stratégique, c'est la vitesse à laquelle cette opération s'est déroulée. On voit que, vous l'avez dit, en 48 heures, bientôt 72 heures, c'est des forces d'une taille importante. On n'a pas le nombre exact, mais on est probablement dans l'ordre de 5000 hommes à pénétrer en territoire russe. Plus de 5000 hommes, on parlait de seulement un millier il y a encore quelques heures. Alors ça, c'est le millier, c'est les Russes qui annoncent un millier. Donc tout ce que disent les Russes, forcément, il ne faut pas le croire. Mais il n'y a pas de communication particulière sur le sujet, mais c'est probablement plus d'un millier. On est plutôt de l'ordre de 3000 ou de 5000, de 2 brigades, plutôt que d'un millier. Et le deuxième élément, c'est cette ligne rouge, une espèce de ligne rouge non écrite qui a fait, vous l'avez dit, que les deux fois précédentes où il y a eu des incursions dans la région de Belgorod, c'était des Russes, des légions internationales ukrainiennes, c'était pas des Ukrainiens. Cette fois-ci, effectivement, ce sont des unités régulières de l'armée ukrainienne qui pénètrent en territoire russe que la Russie n'a pas connu. Il faut remonter à la Deuxième Guerre mondiale. Et on parle d'une ville qui serait en train d'être attrapée, on va dire, par le camp ukrainien. C'est la ville de Soudja, une ville de près de 5000 habitants. Est-ce qu'on connaît, à travers cette percée surprise, la véritable intention des Ukrainiens ? Effectivement, c'est la question que tout le monde se pose et il est très difficile de répondre à cette question. Je pense qu'il faut attendre les prochaines heures, les prochains jours pour voir quel est l'objectif des Ukrainiens. Il y a plusieurs possibilités. Et alors d'abord, bien comprendre qu'ils sont rentrés assez facilement parce qu'ils sont très au nord de l'Ukraine. Ils sont pas très loin de la Biélorussie. Ils sont dans une zone qui n'est pas une zone de combat, une zone dont la frontière était finalement faiblement protégée par des troupes pas du tout aguerries. Donc ils sont, même si l'opération est remarquablement montée, ils ont pénétré de manière assez simple. Donc c'est difficile d'en tirer des conclusions, mais on peut imaginer en tout cas qu'au minimum ils mettent en difficulté l'armée russe et ils montrent à Poutine qu'eux aussi sont capables de faire des dégâts en Russie à un moment où effectivement ils souffrent quand même beaucoup sur la ligne de front. Donc c'est une manière quand même de rappeler que l'armée ukrainienne a encore des réserves et des capacités. Et on parle des différentes options qui sont sur la table. Dans cette ville au sud de la Russie se trouve une station de transit du gaz russe vers l'Europe appartenant au groupe Gazprom. Est-ce que ça pourrait être le véritable objectif de l'armée régulière ukrainienne ? Ça me paraît difficile, c'est quand même pas un objectif tactique de la plus haute importance, peut-être que par opportunité, mais on lance pas une opération de ce type-là pour faire le contrôle de ce type d'installation. Je pense qu'il y a une vraie volonté de montrer à Poutine et au monde entier que l'Ukraine a des ressources et que je pense que c'est aussi un message envoyé aux Occidentaux qui en ce moment ont le regard plutôt tourné vers Israël, les Jeux Olympiques, les élections aux États-Unis, que les Ukrainiens ont des capacités, ne sont pas encore battus, ont besoin du soutien des Occidentaux. Vous voyez, à la fois ils affaiblissent psychologiquement les Russes avec une opération qui je le rappelle, c'est fait 80 ans qu'il n'y avait pas eu de troupes étrangères qui avaient envahi le territoire de la Russie, et puis également ils rappellent qu'ils ont besoin du soutien des Occidentaux et qu'ils ont des capacités. Deux choses dans ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on peut donc considérer que depuis le début de cette guerre, c'est la première grosse défaite pour les troupes de Vladimir Poutine et même pour lui politiquement ? C'est difficile de dire ça, parce qu'il y a eu, la guerre est compliquée, il s'est passé tellement de choses dans cette guerre. Mais celle-ci est particulière. En plus, la région de Koursk, ça parle aux gens, ça parle aux Russes. Vous vous souvenez, c'est là qu'il y a eu cette très grande bataille pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le Koursk, c'est aussi le nom de ce sous-marin, un fameux sous-marin nucléaire lanceur d'engins russe qui a eu un problème, un incident au fond des mers et dans lequel tous les marins sont tués. Donc Koursk, psychologiquement, ça frappe les esprits, aussi bien du côté russe que du côté ukrainien. On est quand même, je pense, au-delà de l'opération militaire proprement dite et de la démonstration de force que fait l'ukrainienne, de force coordonnée dans différents domaines d'action, de la guerre psychologique, à la fois pour appuyer sur Poutine et également pour envoyer un signal aux Occidentaux.
Justement, vous parliez de la pression sur Vladimir Poutine. On est déjà en train de parler sur beaucoup de boucles Telegram russes de la faiblesse des défenses qui étaient à ce niveau-là de la frontière. Est-ce que c'est plausible que les Russes aient eu un moment de faiblesse ou ne croyaient pas les différentes informations des services secrets? En fait, vous avez effectivement, il y a la ligne de front, elle est à l'intérieur de l'Ukraine. Il n'y a pas de ligne de front aux frontières avec la Russie. Les frontières de la Russie sont protégées à l'intérieur de la frontière. La ligne qu'ont passé les Ukrainiens était à 10 km de la frontière. Donc, et effectivement, ce passage, cette brèche faite dans les défenses russes peut amener les Russes à enlever une partie de leurs hommes qui sont sur la frontière au Donbass, et puis la zone de contact avec les Ukrainiens pour protéger mieux leurs frontières. C'est peut-être aussi une manière d'aider les Ukrainiens à équilibrer le rapport de force sur la zone de contact, qui elle est long de 1000 km et qui pour l'instant est défavorable aux Ukrainiens. Donc il y a plusieurs interprétations possibles de cette manœuvre et celle-ci en est une. En tout cas, c'est évident, vous voyez, on en parle beaucoup, tout le monde en parle. Je pense que cet effet psychologique, il est majeur, et il est majeur à la fois en Russie, à la fois en Ukraine, et à la fois dans le monde occidental. Général Bruno Clermont, je rappelle que vous êtes général de corps aérien, ancien directeur de la sécurité aéronautique d'État. Vous parliez tout à l'heure de la réaction occidentale et de la volonté certainement des troupes ukrainiennes de remettre le projecteur sur ce qui se passe là-bas. Est-ce que d'un côté, ce qui vient de se passer, ce à quoi nous insistons, et une opération visiblement sur laquelle on en apprend un peu plus à chaque heure, n'est pas aussi une manière pour ceux qui craignaient l'escalade permanente, on va dire, d'avoir de l'eau à ce moulin-là? Ah oui, évidemment, vous savez que la grande priorité des Américains, c'est éviter l'escalade. Mais c'est également la priorité de tous les pays occidentaux et même de l'OTAN, mais les Américains en particulier, parce que l'escalade, c'est eux qui auraient à la gérer. Alors c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de lignes rouges, et c'est vrai qu'une des tactiques, une des méthodes de Zelensky, c'est de les repousser petit à petit, et puis de montrer que ces lignes rouges ne sont pas des vraies lignes rouges, qu'il y a de la marge de manœuvre. Vous savez, c'est la fameuse ambiguïté stratégique qu'avait évoqué le président de la République. Oui. Moi, je pense que tout ça, c'est justifié. Maintenant, il n'empêche qu'on va attendre voir quelle va être la réaction russe à cette attaque, parce que pour l'instant, les Russes ne sont pas réorganisés, ne sont pas organisés pour répondre à cette offensive des Ukrainiens. Mais effectivement, cette question des lignes rouges est importante. La demande actuelle, la prochaine demande de Zelensky, c'est de dire, écoutez, nous, on vient de passer la frontière, on est en Russie, ils nous attaquent, donc on a le droit de les attaquer, on veut utiliser le matériel américain. Général Bruno Clermont, justement. Ils ont déjà, par exemple, fait cette offensive avec des véhicules blindés allemands et américains. Mais pour l'instant, peut-être qu'il y a des armements qu'ils aimeraient utiliser et que les Occidentaux et les Américains en particulier ne leur permettent pas d'utiliser dans ce contexte-là. L'Union européenne a dit que l'Ukraine avait le droit légitime de frapper des cibles en Russie. Vous venez de le dire, on a cessé, on va dire, de repousser les lignes rouges. Est-ce qu'il y a un moment où on s'arrêtera? Les F-16 ont été livrés en début de semaine, l'UE commence à autoriser, on voit qu'il y a des incursions. Est-ce que c'est aussi une manière pour le camp ukrainien, pour le président Volodymyr Zelensky, de dire ça y est, on commence à arriver dans le territoire, il faut qu'on se mette autour de la table pour négocier? Je crois que vous avez tout à fait raison. Le contexte de l'évocation, de négociation à laquelle vont participer les Russes est fondamental pour analyser ce qui se passe. On sait chaque fois qu'une négociation se prépare, et on sait que dans cette négociation, il y aura une question de savoir qui garde quoi, où passera la ligne de cessez-le-feu, etc. Il y a une intensification des combats. Donc c'est aussi dans ce contexte-là que les Ukrainiens veulent montrer qu'ils ont des atouts à faire valoir, que dans la négociation, ils pourraient avoir des choses à échanger. Et effectivement, ce contexte d'une négociation qui se profile, et dont probablement les premières discussions se passent en sous-main, est important pour décoder ce qui se passe. Général Bruno Clermont, une dernière question pour essayer de finir le tour de cette percée ukrainienne totalement inattendue. Pour vous, quels sont les différents scénarios auxquels on va pouvoir assister potentiellement dans les prochaines semaines et d'ici l'hiver? Sur le terrain, j'entends. Alors, par rapport à cette offensive, c'est difficile de le savoir, mais on va le savoir assez vite. Est-ce qu'elle se poursuit ou est-ce qu'elle va s'arrêter? Est-ce que les Russes la repoussent? Est-ce que ça crée un nouveau front? On va le savoir. Sur l'ensemble du front, je pense qu'aujourd'hui, le front, on comprend qu'il va être à peu près figé. C'est-à-dire que les lignes de front ne vont pas tellement avancer. Les Russes vont essayer de grignoter les derniers kilomètres carrés qu'ils leur mettent pour avoir annexé la totalité des 4 oblasts. Vous savez qu'ils avaient annexé par référendum. Les Ukrainiens vont continuer à faire de la frappe au cas par cas dans la profondeur et d'essayer d'affaiblir la Russie pour avoir des éléments de négociation. Mais grosso modo, on va rester dans ce schéma-là dans les jours qui viennent. Les F-16 ne peuvent pas changer la donne parce qu'ils arrivent trop tard et ils sont trop peu, une dizaine de F-16.
ne peut pas faire la différence. Oui, puis en plus, on avec les F-16, on doit ajouter la formation des mécaniciens, des pilotes, etc. Donc il y a toute la logistique. Oui, mais il n'y a pas que vous les voyez, appareils. les F-16, finalement, ils sont arrivés, il y a une dizaine de F-16 qui sont arrivés à un an, c'est quand même un exploit. D'avoir été capable de mettre en place une dizaine de F-16 en un an, formant pilotes et mécaniciens, l'armement et tout ça, c'est un exploit. Maintenant, 10, c'est pas beaucoup, ils en ont besoin de beaucoup plus. Là, pour l'instant, on se rend compte qu'on rentre dans une phase de négociation. Puis il y a un élément aussi qui est important, c'est qu'il y a une lassitude du côté occidental, certainement. Mais il y a aussi une lassitude du côté ukrainien, et il y a de plus en plus d'Ukrainiens qui évoquent la question de la négociation et devient de plus en plus difficile de mobiliser en Ukraine également. Merci beaucoup, Général Bruno Clermont, général du corps aérien, ancien directeur de la sécurité aéronautique d'État, d'avoir été avec nous sur Sud Radio pour essayer de comprendre ce qui se passait sur le front ukrainien et russe. Et vous le dites, soyons très prudents parce que tout peut arriver. Ces derniers mois nous ont montré que tout était possible. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Vos réactions, évidemment, au standard, au 0826 300 300. Pourquoi ? Mais parce que ce sont les grands débats de l'été, bien sûr. À tout de suite.